Voilà, donc ce soir, j'ai le plaisir de recevoir William Tobin. William Tobin est quelqu'un qui est très connu à l'IAP puisqu'il a passé son année sabbatique en 93-94, une année ici. Il a travaillé essentiellement avec Jean-Philippe, je crois que tu étais déjà là à l'époque. Tu as déjà travaillé, oui, c'est ça. Sur les données Eros, donc recherche de matière noire. Mais le travail de William Tobin était un peu différent. Il s'intéressait, lui, entre autres, aux étoiles binaires, les fameuses des binaires à éclipse, qui était un des sujets qui l'intéressait, je pense, dans ce programme Eros, et qui est donc un de ses domaines de prédilection. Il s'intéresse aux binaires à éclipse dans les nuages de Magellan, et l'expérience Eros consistait à prendre des plaques systématiquement dans les nuages de Magellan aussi, donc il y avait toute une série de retombées scientifiques. C'est pour ça que William Tobin a participé activement à cette expérience. En fait, William vient de Nouvelle-Zélande, dont il est originaire, si je comprends bien. Non, j'y travaille. Il a travaillé. Je suis britannique, je suis d'une origine beaucoup plus proche. Merci pour ces précisions. Il travaille aussi sur le système Beta Pictoris, la fameuse protoplanète. Et il s'est intéressé, lors d'un séjour à Marseille en particulier, il a dû passer quelques mois, j'imagine. 5 ans. 5 ans, voilà, donc c'est bien quelques mois, beaucoup de mois. Il s'est intéressé, il a fait connaissance avec Léon Foucault, puisque vous savez peut-être Foucault a séjourné à Marseille et il y a laissé un télescope très important, un télescope qu'on peut visiter et qui est toujours là-bas à l'observatoire. Et donc c'est à partir de là qu'il est tombé amoureux de cet homme et de son travail en tout cas, et qui lui a donné l'occasion de travailler, consacrer une grande partie de son temps et de publier un livre qui est paru donc l'année dernière. Voilà, donc maintenant je te laisse nous parler de Léon Foucault. Merci. Bonjour. Alors, oui, mon intérêt pour Léon Foucault a commencé quand je travaillais dans les années 80 à Marseille, au laboratoire d'astronomie spatiale, à l'université et à l'Observatoire de Marseille. Et à l'Observatoire de Marseille, moi je préfère toujours l'ancienne technologie, c'est plus fiable, je pense. À l'Observatoire de Marseille, il y avait ce vieux télescope. Et j'ai dit à mes collègues marseillais, alors dites-moi, qu'est-ce que c'est ce vieux télescope? Ils m'ont dit, mais ce n'est pas un vieux télescope quelconque, c'est le plus grand télescope que Foucault a jamais fait. Et donc j'ai découvert Foucault, j'ai découvert que c'était un type intéressant, qu'il n'y avait pas de biographie sur lui. Tout le monde connaît son nom, bien sûr, grâce à son pendule. Moi, j'ignorais le fait qu'il est l'auteur du télescope dans sa forme moderne. C'était évident qu'il n'y avait pas de biographie sur lui, qu'il en méritait un, et donc j'ai commencé oui, il y a presque 20 ans à travailler sur lui. Et quand j'étais ici à l'IAP en année sabbatique en 93-94, j'ai fait pas mal de recherches pour ce qui est devenu ce livre sur Foucault. Et comme vous savez, il y avait une exposition sur Foucault en 2002 à l'Observatoire de Paris qui était basée sur mon livre. Alors, oui, je travaille en Nouvelle-Zélande, donc je vais juste dire des petits mots concernant la Nouvelle-Zélande. Voici le pays, et vous pouvez voir que j'ai mis les antipodes. Donc, voici la France en gris clair, Paris, et l'Espagne. Et donc, la Nouvelle-Zélande, c'est plus ou moins les antipodes de l'Espagne. Moi, je travaille à Christchurch, dans l'île du Sud. Il y a dans un département de physique et d'astronomie. Nous sommes 5 astronomes en total parmi les universitaires permanents là-bas. Donc je suis un de ces 3 qui travaillent à mi-temps. Moi, je travaille moitié de l'année en Nouvelle-Zélande et l'autre moitié de l'année, je suis un homme au foyer en Bretagne. Donc nous avons un observatoire dans les montagnes à Mount John. Et c'est ça que je vais vous montrer sur le prochain écran. Ici, une photo satellite. Ça, c'est un lac, le lac Tekapo. Ça, c'est le lac Pukaki. La couleur est réellement très différente parce que celui-là est plein de farine de roche provenant du glacier. Ici, il n'y a pas de petites particules dans l'eau.
Et ici, vous voyez une petite bosse, ça c'est Mount John, et voici notre observatoire. Alors, nous avons des petits télescopes. Notre plus grand télescope a 1 mètre de diamètre. Donc, ce n'est pas le plus grand ou le plus important observatoire du monde. Mais par contre, avec les Alpes autour, la neige, les lacs, c'est la plus belle observatoire que je connais. Alors, retournons à Foucault. Alors, le soleil, c'est un thème fréquent en poésie. Voici 2 très jolies lignes que j'ai trouvées de Verlaine. Le soleil du matin doucement chauffe et dort, les siècles et les blés tout humides encore. Mais on va voir que le soleil a également inspiré Foucault. Alors, le voici, Foucault, vers la fin de sa vie. Cette gravure est faite à partir d'une photographie prise l'année avant sa mort. Il est mort relativement jeune. Il est né en 1819. Il est mort à l'âge de 48 ans. Et on se souvient de lui, bien sûr, principalement, tout le monde connaît son nom, parce qu'à cause de sa démonstration de la rotation de la Terre qu'il a fait avec un pendule, d'abord dans la cave de sa maison, rue d'Assas, pas très loin d'ici, ensuite dans la salle méridienne de l'Observatoire de Paris, encore plus proche d'ici, et finalement avec un pendule de 67 mètres de longueur dans le Panthéon, également pas très loin d'ici. Et voici la réplique actuelle. En 1851, tout le monde savait que la Terre tournait. Il n'y avait pas de doute là-dessus depuis le début du XVIIIe siècle, quand on avait découvert l'aberration stellaire qui montrait clairement que la Terre était en mouvement. Mais c'était la première démonstration dynamique qu'on pouvait voir sans regarder des phénomènes extérieurs de l'univers, le fait qu'on était sur une planète qui était en train de tourner. Et il y a des pendules de Foucault partout. Voici une petite sélection. Et donc, je ne vais pas parler de ça ce soir. Alors ici, la vie de Foucault, selon les dates, selon la formule consacrée. Je ne vais pas détailler toutes ces étapes de sa vie, sauf pour vous dire qu'il est né à Paris. Semble-t-il, pendant son enfance, il a eu des séjours à Nantes. Et en 1839, quand il avait juste 20 ans, oui, non, mais je pense aux dates de naissance, parce qu'il est né en septembre, et donc, début de l'année académique, oui, il avait sans doute juste 20 ans. Il a commencé des études en médecine. Adolescent, il a fait beaucoup de maquettes et il était très habile avec ses mains. Et donc, l'idée de sa mère, dit-on, était qu'il devienne chirurgien. Et tout de suite, oui, et donc, alors, je vais continuer à ce point-ci. Alors, ce que j'aimerais souligner à ce moment-ci, c'est l'importance du Soleil et d'ailleurs de la Lune avant l'arrivée de la lumière électrique dans la vie quotidienne. Parce que, comme vous savez, dans le 19e siècle, je pense les heures des repas, par exemple, étaient tout à fait différentes du fait qu'on essayait de profiter le maximum du jour. Maintenant, on n'hésite pas à dormir jusqu'à quelques heures après le lever du soleil, mais ce n'était pas comme ça dans le passé. Et donc, c'était important. Bien sûr, le gaz d'éclairage commençait à apparaître. Il y avait des bougies, il y avait aussi de l'huile pour éclairer les maisons et les rues. Mais tout de même, le soleil était très important. Aussi, pour les chantiers, c'était plus ou moins impossible de travailler la nuit. Et aussi pour l'expérimentateur en optique, comme source lumineuse. Il n'y avait pas toutes les sources faramineuses qu'on a actuellement. Et comme exemple, j'aimerais citer le daguerreotype, le premier procédé photographique réellement pratique qui a été annoncé en 1839, même année que Foucault a commencé ses études en médecine. Et François Arago, ici présent, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et directeur de l'Observatoire de Paris, en parlant du temps de pause pour prendre une daguerreotype, a dit au début,
en été et en plein midi, c'est-à-dire quand l'illumination est le plus intense, 8 à 10 minutes suffisent. Alors, comme vous savez, maintenant, on peut prendre une photographie en beaucoup moins que 8 à 10 minutes. Mais c'était ainsi à l'étang, à ce moment-là. Et Foucault, peut-être en 1841, ce n'est pas très clair, pour s'amuser les week-ends, les notes qui restent sont, quand on fait la conversion entre date et jour de la semaine, on se rend compte que c'est souvent dimanche. Comme une activité de fin de semaine, il a commencé à faire des photographies. Et donc d'abord, il a fait des photographies purement picturales. Il semble-t-il, il a pas mal photographié Paris. Donc ici, le couvent des Carmes, ici le spire de l'église Saint-Germain. Mais il a aussi, en travaillant avec Hippolyte Fizeau, qui était un autre étudiant en médecine, et un certain Alfred Donnet, dont je vais vous dire quelques mots dans un instant, sur l'amélioration du procédé. Et par exemple, avec Fizeau, il a amélioré la bromuration, qui était on mettait la plaque photographique dans un vapeur de bromure, et ça a augmenté la sensibilité, ça diminuait le temps de pause. Alors, Sir Alfred Donnet, c'était un des gens de l'école de médecine qui voulait appliquer la microscope aux études médicales. Il faut dire que les médecins de l'époque étaient plutôt contre le microscope. Ils pensaient que le microscopique n'avait rien à voir avec la santé des hommes. Mais Donnet était d'un autre avis. Et il donnait le soir un cours de microscopie médicale où, plus ou moins pour les étudiants, il mettait tout fluide humaine sous le microscope. Et il a écrit un livre, Cours de microscopie complémentaire des études médicales, et puis il a voulu l'illustrer. Il a voulu utiliser la technologie de pointe, qui était le daguerreotype, pour faire les illustrations. Donc, ce qu'il a voulu faire, c'était de faire des microphotographies des objets, des échantillons. Et c'est avec Foucault, ou c'est plutôt Foucault qui a pris la plupart des daguerreotypes. Alors, le daguerreotype n'est pas du tout... Le daguerreotype est fragile, mais il ne s'abîme pas. Donc, il y a quelques daguerreotypes qui ont survécu. Voici 6 daguerreotypes pris par Foucault en 1844. Alors, ça, c'est le lait d'ânesse, par exemple. Bon, ça, ce n'est pas une fluide de l'économie humaine. Mais à l'époque, Paris était rempli de troupeaux d'ânes parce que le lait de vache apportait toutes sortes de maladies. Mais le lait d'ânesse était censé être exempt de toutes maladies. Donc, les riches donnaient du lait d'ânesse à leurs enfants. Et donc, pour nous, le lait d'ânesse semble très, très recherché comme fluide, mais pas au milieu du 19e siècle. Voici des cristaux de cholestérol. Bon, il y a du sang, je ne me rappelle plus. Je pense que celui-là, c'est le sang de grenouille. Alors, pour faire ces photographies, Foucault a dû donc construire un appareil qui était à la fois caméra et microscope. Je ne veux pas trop parler de ce qu'il a fait, mais voici la partie microscopique, voici la plaque daguerreotype pour se voir l'image de l'échantillon ici, l'image agrandie. Mais pour fournir la lumière, il a fallu un instrument qui s'appelle le héliostat. Et presque certainement, Foucault a utilisé le héliostat de Silbermann, qui était un Parisien, venait d'inventer. Alors, que fait le héliostat? Ça prend la lumière solaire, et bien sûr, le soleil se déplace de est en ouest dans le ciel. Donc, les faisceaux lumineux, les rayons du soleil changent de direction avec le temps. Et l'héliostat reflète les rayons dans une direction fixe avec un miroir. Donc, le miroir tourne à juste la vitesse nécessaire pour que les rayons réfléchis sont fixes, bien que les rayons venant du soleil sont toujours en train de changer de direction. Et on va voir le héliostat davantage. Alors, donc, dans l'été de
1844. Voici les records météorologiques de l'Observatoire de Paris à midi, où j'ai, si c'était brumeux, c'est comme ça, ou des nuages, ou donc des pictogrammes pour expliquer ça. Vous pouvez voir qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil dans l'été 84, mais tout de même, Foucault a réussi à prendre 80 daguerréotypies, et sans doute davantage pour cet atlas. Et alors, ce n'était pas possible de faire des plaques d'imprimerie à partir directement avec les plaques du daguerréotype. Donc, il a fallu reproduire les plaques par gravure. Et voici dans la gravure dans l'atlas du lait d'ânesse, l'original et la gravure. Et on peut voir que le graveur a très bien fait son travail. Ils sont très semblables. Alors, avec Fizeau, la question qui immédiatement s'est posée, c'était on utilisait le soleil comme source lumineuse, mais à Paris, le soleil ne brille pas toujours, malheureusement. Donc, il y a grand intérêt d'utiliser une source artificielle. Or, à l'époque, il y avait deux possibilités. Il y avait la soi-dite lumière de Drummond, qui est un chalumeau sur la craie, qui fait une lumière assez blanche, et aussi la lumière de l'arc électrique, qui venait de devenir praticable parce qu'il y avait des piles disponibles. Et donc, en utilisant la plaque daguerréenne comme un détecteur du source lumineuse, soit l'arc électrique, soit le soleil, soit la lumière de Drummond, Foucault et Fizeau ont pu comparer les luminances, comme on dit en français, de ces trois sources. Et bon, voici 2 jours où ils ont mesuré le soleil à midi, et prenons ce jour-là, le 2 avril 1944, comme 1000. En septembre, auparavant, le soleil était avait 3/4 de l'intensité. Mais l'arc électrique et la lumière de Drummond étaient beaucoup plus faibles, bien qu'à l'œil, semble-t-il, ils étaient pas mal. Là encore, il n'y avait pas beaucoup de jours de soleil pour ce travail. Alors, où est-ce que ça nous amène? En faisant ce travail, Foucault et Fizeau avaient bien sûr pris des petites images du soleil pour mesurer l'intensité, la luminance du soleil. Et ils remarquaient 2 choses sur ces images. D'abord, des petites taches solaires, parce que le soleil est souvent entaché de taches, et un assombrissement entre le centre de l'image et son bord. Donc, entre le centre du soleil, la partie centrale, quand on voit le soleil de plein disque, et les bords. Et Foucault et Fizeau remarquaient, quand ils présentaient ce travail à l'Académie des sciences en mai, nous comprenons en effet que cette simple remarque, faite incidemment dans nos recherches, n'a pas une valeur proportionnée à l'importance de la question, la remarque qu'il y avait un assombrissement centre-bord. Et oui, parce qu'il portait sur une question très importante qui était quelle était la nature physique de la surface du Soleil. Maintenant, nous savons que c'est gazeuse, mais à l'époque, il y avait la question est-ce que c'était solide, liquide ou gazeuse? Les gens ne savaient pas. Et si le Soleil était un liquide ou une solide opaque, un liquide ou solide opaque, on attendrait que la luminance du disque serait uniforme partout. Et donc, qu'il n'y aurait pas d'assombrissement entre le centre et le bord. Par contre, si l'atmosphère était gazeuse et si elle était transparente, on pourrait dire que voilà, vers le centre, on voit une certaine quantité d'atmosphère, et vers le bord, on en voit davantage. Et donc, finalement, ici, entre la partie où il y a l'atmosphère, il n'y a pas, on voit le plus longue ligne de visée d'atmosphère. Donc, il y aura une certaine intensité au centre, et puis il y aura une anneau plus brillante, et puis ça va sombrer un peu plus. Ni l'un ni l'autre étant un assombrissement centre-bord. Alors, des astronomes depuis toujours avaient des avis sur la nature, sur l'apparence du Soleil. Galilée, Huygens, Lambert et Arago lui-même pensaient que
avait fait des mesures qui, semble-t-il, montraient une luminance uniforme, mais il y avait des autres gens comme le photométriste Bouguer, John Airy, l'astronome royal en Angleterre, John Herschel aussi, qui avec leurs instruments, mesuraient un assombrissement centre-bord. Donc, l'assombrissement centre-bord de Fuso et Fico était très intéressant. À la requête d'Arago, ils ont donc essayé de prendre des images à une plus grande échelle. Et entre 1844 et 1845, ils ont pris un grand nombre d'images, un grand nombre de daguerréotypes du Soleil. Alors, ils ont fait des images assez petites, 12 mm de diamètre, et des autres qui étaient 90 mm de diamètre. Et le seul qui a survécu est celui-ci, qui appartient au CNAM et se trouve dans ses réserves à Saint-Denis. Il a été pris le 2 avril 1845 à 9h45 du matin, et sans doute il a survécu parce qu'il a été reproduit dans l'astronomie populaire d'Arago. Alors, la façon dont ils ont fait ces images était assez simple. Alors, ceci, ce n'est pas leur appareil, mais leur appareil a dû être assez semblable. Vous avez là-haut, alors, tout de même, la nouvelle technologie parfois a une plus grande portée. La lumière du Soleil, le Soleil était réfléchi dans le miroir d'un héliostat, donc ici un héliostat et tout le mécanisme d'horlogerie pour faire tourner le miroir. Il y avait un objectif de télescope ou de lunettes qui fait une image sur la plaque photographique, sur la plaque de daguerréotype. Et finalement, pour avoir une image qui est 90 cm de diamètre, il a fallu une lentille ici avec un foyer de 10 mètres à peu près. Alors, le grand problème technologique pour eux n'était pas l'héliostat, mais finalement, c'était le temps de pose. Parce que même avec un processus photographique qui, en général, en plein midi, prend 8 à 10 minutes, si on veut photographier le Soleil est très brillant, et il a fallu finalement un temps de pose d'un 60e de seconde. Et alors, pour faire un obturateur, donc maintenant, tous nos appareils ont des obturateurs d'une 60e de seconde, mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait une espèce de planche en bois avec un trou circulaire, et ils ont laissé tomber la planche, et la lumière a passé à travers le trou pendant la chute, et donc donné une courte temps de pause. Et l'assombrissement du bord était très évident. Ils ont photographié également des disques en carton pour s'assurer que c'était bien réel. Alors, le problème, ce n'était pas très clair qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc, ces résultats, finalement, ont été publiés 5 ans plus tard par Arago sans vraiment les expliquer. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que la photosphère du Soleil, la partie d'où vient la lumière, finalement, n'est pas complètement transparente. Et donc, bien qu'il y a plus de lignes de visée, si vous voulez, dans l'atmosphère vers les bords, d'abord, ce n'est pas complètement transparent, et en plus, ça chauffe vers l'intérieur. Et donc, bien qu'il y ait une plus grande ligne de visée ici, on échantillonne du gaz qui est moins chaud et donc moins lumineuse qu'ici au centre du disque. Et c'est pour ça qu'on a cet assombrissement centre-bord. Donc, il a fallu le XXe siècle, je pense, avant que ça soit bien compris. Mais le résultat observationnel de Foucault et Fizeau était bien réel. Le Soleil est moins intense, moins lumineux, a une plus faible luminance au bord qu'au centre. Alors ici, vous voyez quelques petites taches soleil, ils ne sont pas très évidents. Et sans doute, on a choisi cette image parce que c'était l'image avec le plus grand nombre de taches solaires. Parce qu'en 1945, voici le nombre de taches solaires que les observateurs visuels avaient recensés. On était très proche du minimum du cycle de la variation des taches solaires. Donc, il n'y avait pas beaucoup à voir. À l'époque, on se posait une structure complexe pour l'atmosphère solaire
avec un noyau central noir, et c'était ça qu'on voyait quand il y avait une tache solaire. Et les pénombres, les régions d'une brillance moyenne qui entourent le centre des taches solaires, étaient supposées d'être une espèce de couche nuageuse où on avait un trou dans cette atmosphère externe qui permettait de voir cette couche interne qui était moins intense et un deuxième trou là pour voir le noyau. Pour nous maintenant, ça semble assez improbable comme schéma, très complexe. Foucault a photographié le Soleil une autre fois, 15 ans plus tard. Il est allé avec Le Verrier, qui était le directeur de l'Observatoire en 1860, en Espagne pour photographier une éclipse totale. Mais malheureusement, les 3 clichés qu'il a réussi à prendre sont perdus. Donc, je ne peux pas vous montrer ces photographies. Avec Fizeau, Foucault a aussi fait pas mal d'expériences en physique, utilisant toujours le Soleil comme source lumineuse. Et je ne vais pas parler de ces choses, sauf pour vous montrer cette diagramme que moi je trouve très, très joli. Si on regarde le spectre du Soleil, ça va du violet vers le rouge, mais il est traversé par quelques lignes noires, les soi-disant bandes de Fraunhofer, qui est un des premiers gens à les découvrir. Foucault et Fizeau, dans des expériences, ont fait des spectres qui ont été ensuite recouverts de franges, mais parlons pas de tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse, sauf le fait que là encore, ils ont toujours utilisé le Soleil comme source lumineuse. Alors, il faut que maintenant j'aille vers... voilà. Try again. No. Oh. IAP2. Voilà. Alors, en 1850, Foucault a eu sa première grande réussite, qui était une expérience sur la nature de la lumière. Et je ne veux pas vous dire grand-chose là-dessus, mais juste un peu, parce que on va voir son importance tout à l'heure. La question à l'époque, c'est est-ce que la lumière était composée de particules ou d'ondes? Et le problème, bien qu'il y avait Fresnel dans les années 1820 qui a établi toute une théorie des ondes pour les phénomènes de la lumière, et ça semblait très probable. Les gens qui pensaient que c'était en réalité comme des petites billes, comme une pluie de petites billes, n'avaient réussi toujours à bricoler leur théorie pour dire peut-être les particules ont une asymétrie, ils ne sont pas complètement rondes. Et ils arrivaient tant mal que bien d'expliquer tous les phénomènes de la lumière. Alors, Arago, tout de même, a eu une idée pour distinguer entre les deux théories, parce que dans les deux théories, et je ne vais pas parler juste de ça, la vitesse de la lumière est différente. Si la vitesse de la lumière en air et eau est différente, parce que si la lumière est faite de particules, on attend que les particules se propagent plus vite en eau qu'en air, mais si la lumière est faite de ondes, on attend que la lumière se propage plus lentement en eau qu'en air. Alors, pour faire l'expérience, Arago a essayé de tenter l'expérience, mais puis il est devenu aveugle avec le diabète. L'idée était de transformer une différence en temps, si la lumière passe par air et par eau, en une distance, en une déviation angulaire, en passant la lumière par une petite miroir
ici la petite miroir, la taille d'une ongle, qui tournait très vite, 800 fois par seconde par exemple. Et voici le miroir de Foucault, mu par la vapeur. Il avait une petite espèce de sirène ici pour faire tourner le miroir. Et Foucault a trouvé que oui, la lumière passe, se propage moins vite en eau qu'en air, et que c'était donc une onde. Et donc ça, c'était une belle expérience. Pendant cette expérience, il y a eu une brouille avec Fizeau. Fizeau a fait l'expérience indépendamment et a confirmé le résultat 7 semaines plus tard. On va y retourner. Alors, en 1853, Arago décède. Le nouveau directeur, il est remplacé à l'Observatoire de Paris par Urbain Le Verrier, dont les calculs ont amené en 1846 à la découverte de Neptune. Et il y a eu des grandes réformes de l'Observatoire de Paris, et en 1855, donc plus ou moins immédiatement, Foucault est nommé physicien à l'Observatoire de Paris. À l'époque, il semblait mettre physicien en italique, c'était clairement une terme nouvelle. Et d'ailleurs, dans la littérature anglaise, vous ne trouverez pas physiciste avant le XXe siècle comme mot. Mais Foucault était nommé avec le soutien de Napoléon III. Et en 1862, Foucault a refait son expérience sur la vitesse de la lumière, mais il a fait une mesure absolue. Donc, c'est-à-dire il a essayé de mesurer la vitesse de la lumière en kilomètres par seconde. Et l'intérêt là, ce n'était pas une mesure réellement de la vitesse de la lumière, c'était une mesure de la distance du Soleil. Et donc, je vais vous en parler. Donc, toute la question, c'est quelle est la distance du Soleil, que je vais appeler D. Et Airy, dont je viens de parler, l'astronome royal en Angleterre, a dit que la distance du Soleil, c'est the noblest problem in astronomy, le problème le plus noble en astronomie. Alors, à l'époque, on obtenait la distance du Soleil essentiellement par triangulation de deux endroits différents sur la surface de la Terre, des endroits connus, donc la distance entre les deux était connue. On regardait, c'était juste comme avec les deux yeux, il faut regarder à des angles un peu différents pour viser son doigt, et sachant la distance entre les yeux et l'angle, on peut dire quelle est la distance. Alors donc c'était ça qu'on faisait, sauf on ne triangulait pas le Soleil directement, on regardait soit Vénus, soit Mars, dans ces positions-là, et du fait que Vénus, et puis il y avait les lois de Kepler qui ont mesuré la distance entre la Terre et Vénus, ou la Terre et Mars, donnaient la distance avec le Soleil. Et du fait que Vénus sont plus proches et plus proches que Mars, il y avait plus de précision sur les mesures de Vénus, et c'est pour ça que les passages de Vénus étaient d'un très grand intérêt, et c'est pour ça qu'il y avait des voyages dans le XVIIIe siècle aux terres lointaines pour mesurer les passages de Vénus. Il y avait particulièrement celui-ci, Captain Cook, qui ensuite est allé en Nouvelle-Zélande. Il avait fait ces mesures à Tahiti. Ils sont assez rares, les passages de Vénus, à peu près tous les 120 ans, et puis il y en a deux. En 1864, j'ai dû vous montrer île Campbell dans la Nouvelle-Zélande. Les Français ont expédié une expédition dans une des îles lointaines de la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande en maori, dans la langue des indigènes, s'appelle Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Et malheureusement, c'était nuageux pendant les 3 mois qu'ils y étaient. Mais ils ont tout de même laissé des monts Fizeau et des montagnes de nom français après le séjour. Et le prochain transit de Vénus, c'est bien sûr ce passage de Vénus, c'est cette année-ci. Alors, la distance du Soleil était, et est toujours, liée à la vitesse de la lumière, c. Et c'est lié de deux façons. Soit vous regardez les éclipses des lunes de Jupiter, et si la Terre est sur le même côté du Soleil que Jupiter, ou sur l'autre côté, la lumière prend plus ou moins de temps pour
pour arriver à la Terre. Et donc, les éclipses des lunes de Jupiter arrivent soit un peu en avance, soit un peu en retard par rapport à leurs moyens. Ou il y a un autre moyen, c'est en regardant cette soi-dite aberration stellaire dont j'ai parlé tout au début, le fait que la direction des étoiles est finalement un peu change pendant l'année, parce que c'est un peu comme si nous étions dans une pluie et la direction des gouttes change si nous sommes en train de marcher ou courir dans la pluie. La direction des gouttes, bon, c'est des ondes, mais la direction de la lumière est légèrement changée par la vitesse, par le mouvement de la Terre. Et l'angle, essentiellement, donne le rapport des vitesses de la lumière à la vitesse de la Terre, où ici, la différence de temps est liée aux distances entre la Terre et le Soleil, le rayon de ce cercle. Donc, dans les deux cas, il y a un rapport entre la distance entre la Terre et le Soleil et la vitesse de la lumière. Et les deux, au milieu du 19e siècle, les deux moyens, les deux méthodes pour les C et D donnaient plus ou moins le même résultat, qui était 308 000 km par seconde à peu près. Bon, c'était donné en lieues par seconde. Qui, dans les termes modernes, c'est 308 km par seconde. Et à l'inverse, si on mesure la vitesse de la lumière, par exemple dans le laboratoire, ça donnerait la valeur de D, la distance au Soleil. Et Arago, en 1850, avec l'expérience de Foucault, a dit, prévoyant une mesure absolue, en répétant ces observations avec des appareils mécaniquement plus parfaits, on pourra un jour s'en sortir de Paris et de sa banlieue, trouver cette parallaxe, cette distance du Soleil, qui, vers le milieu du siècle dernier, donne lieu à des voyages si longs, si lointains, si pénibles et à tant de dépenses. Or, Le Verrier, il a découvert, ses calculs ont démontré l'existence de Neptune. Tout son travail était d'analyser les mouvements dans le système solaire. Et il a trouvé un autre moyen pour déterminer la distance entre la Terre et le Soleil, et c'était d'étudier les perturbations dans les orbites planétaires. Et ce qu'il a trouvé avec ses analyses, c'était que la distance au Soleil était à peu près 4% plus petite que la valeur reçue à l'époque, valeur admise à l'époque. Et donc, il a ordonné à son physicien de mesurer la vitesse de la lumière en attendant qu'il trouve une valeur de la vitesse de la lumière avec son expérience de laboratoire qui était à peu près 4% plus petite que ces 308 300 km par seconde. Donc, c'est ce que Foucault a fait. Voici des éléments de son appareil, son manip, qui existe toujours à l'Observatoire de Paris. Voici son miroir tournant de 1862. Voici une horloge avec une roue utilisée pour établir l'échelle de temps. Des miroirs ici. Alors, donc, c'était plus ou moins la même expérience qu'auparavant, sauf qu'il n'y avait qu'un chemin pour la lumière qui était prolongé par ces 5 miroirs. Et le temps que la lumière prenait d'aller de cette miroir tournante à M1, M2, M3, M4, M5, M4, M3, M2, M1, et pour le retourner au miroir tournant, le miroir avait tourné un petit peu, et donc l'image d'une file ici, illuminée par de la lumière du soleil, toujours le soleil, c'était possible de déterminer la vitesse de la lumière. Alors, qu'est-ce que Foucault a trouvé? Bon, alors, Le Verrier disait l'année auparavant, si la belle expérience par laquelle M. Léon Foucault essaiera bientôt de mesurer directement la vitesse de la lumière est couronnée d'un plein succès, cette question, la distance du Soleil, la plus délicate de l'astronomie moderne, sera plutôt résolue.
Et voici les mesures de Foucault pendant 1862. Et en septembre, il a eu des beaux jours. Et finalement, on ne sait pas pourquoi il a retenu ces mesures du 19 septembre, mais ce qu'il a trouvé, c'était une valeur de 298 000 km par seconde avec une incertitude de 500 km par seconde, qui est finalement très proche de la valeur moderne, est à peu près 3 ou 4% plus petite que 308 000 km par seconde. Donc, c'était en accord avec les prédictions de Leverrier. Jacques Babinet, qui était un physicien, un astronome à l'observatoire, a dit la détermination précise de la distance du Soleil au moyen d'un appareil de physique est un grand événement scientifique. Mais, en général, les gens ne croyaient pas le résultat de Foucault. L'abbé Moignot, qui était un vulgarisateur, c'était un savant aussi de l'époque, a écrit plus tard, évidemment, M. Leverrier comparait volontairement ou sans le vouloir les déterminations de M. Foucault avec sa valeur. Et si nous ne connaissions pas le caractère de M. Foucault, nous pourrions croire qu'il ne l'a laissé en propos qu'après qu'il eut trouvé le chiffre de 298 000 km par seconde, très peu différent du sien. Et Léon Foucault lui-même, dans une lettre à une amie, a écrit « Mes dernières communications étaient fort mal reçues. On peut reculer les barrières de Paris. » Ici, il parle du fait que c'était l'élargissement de Paris de 14, 12 à 20 arrondissements. On peut reculer les barrières de Paris, mais on ne change pas. Et c'était bon. Alors, où est la flèche? File. Alors, faisons marche arrière par quelques années à 1855, qui était l'année de l'exposition universelle sur le champ près du Champs-Élysées. C'est 67, c'était le champ de Mars. Donc, c'est là où se trouve le Grand Palais maintenant. Alors, il y a eu cette exposition universelle et exposé à l'exposition universelle, il y avait 2 disques de verre de 65 cm de diamètre, construits par... les disques étaient des disques faits par une verrerie anglaise, Chance Brothers, sauf le verrier était un Français, Bontemps. Et le verrier a acheté ces 2 disques pour essayer d'en construire une lunette géante, donc une lunette avec un objectif de 65 cm de diamètre. Les 2 disques, l'un était en verre normal et l'autre était en verre de flint. C'était nécessaire pour corriger les quelques défauts de l'image qui s'appelle l'aberration chromatique. Ce n'est pas nécessaire que j'en parle maintenant. Mais Foucault, comme physicien de l'Observatoire, 1855, l'année où il a été nommé à l'Observatoire, a étudié la manière de tailler ces verres, qui étaient bruts, ces disques de verre, pour faire une lunette. Et ce qu'il a découvert, c'est que finalement, l'idée de faire des lunettes, ce n'était pas si bien que ça, c'était mieux de faire des télescopes. Et en travaillant sur les verres, il a vu que c'était plus facile, finalement, de faire une miroir qu'une lentille. Il n'y avait qu'une seule surface optique au lieu de 4 s'il y avait deux verres dans la lentille. Et ici, probablement son premier télescope de 1857, qui se trouve à l'Observatoire de Paris. Et là, cette ouverture-là, c'est 88 mm, donc à peu près 10 cm d'ouverture. Et quand le verre était recouvert par une couche mince d'argent qui venait de devenir possible par des moyens chimiques, on avait
le poly de verre et l'éclat d'argent, comme disait Foucault. Et donc, on pouvait bien réfléchir la lumière. Un astronome, un physicien à Munich a eu la même idée, mais ne l'a pas suivi. Alors, donc Foucault était de l'avis qu'il fallait faire des télescopes. Et le télescope à Marseille est finalement le plus grand télescope qu'il a jamais fait, avec un miroir de 80 cm de diamètre. Mais il y a eu des difficultés entre Foucault et Le Verrier. Le Verrier voulait finalement que Foucault soit un chef de service qui dirige toute une équipe de chercheurs ou de techniciens qui allaient faire un grand programme en physique appliquée à la science, à l'astronomie, et il voulait une lunette. Mais Foucault, finalement, aimait son indépendance. Il voulait travailler tout seul sans que le patron lui dise quoi faire. Il ne voulait pas être chef, il voulait non plus être patron. Et Le Verrier a essayé de licencier Foucault au moins deux fois que moi je sache. Mais il était protégé par l'empereur et ça n'a pas marché pour Le Verrier. Foucault est resté à l'observatoire. Voici une petite lettre de Foucault au ministre de l'Instruction publique. Ayant pour pénible nécessité de donner mon avis, j'estime que le physicien, persistant à ne pas faire son service et à se placer au-dessus de toute autorité, ne peut conserver sa position à l'observatoire. Et un peu plus tard, sans doute en ignorance de cette lettre de Le Verrier, Foucault a écrit à Le Verrier « Je n'ambitionne pas d'occuper un poste éminent. Je désire seulement conserver la facilité de travailler et d'accomplir modestement ma destinée. Veuillez ne pas m'en vouloir, car je n'ai pas perdu un seul instant le souvenir de ce que je vous dois. » Alors, un peu plus tard, ça c'est fin des années 50, les choses allaient mieux. Foucault a fait Le Verrier était tout de même assez intéressé par les télescopes. Il a fait un grand télescope qui a été ensuite envoyé à Marseille. Foucault a mesuré la distance du Soleil pour lui. Et en 1962, Foucault a également commencé à travailler sur un miroir de 1,2 mètre de diamètre. Et il a aussi travaillé sur les régulateurs pour contrôler les télescopes. Parce qu'un télescope doit suivre les étoiles. Il faut un moteur qui tourne avec une grande égalité avec le temps. Et donc Foucault avait des idées là-dessus. Mais ça, c'est une chose que je ne peux pas... je n'ai pas le temps de vous dire davantage. En 1962, il a fait beaucoup de choses. Il a aussi inventé à lui-même une forme d'héliostat. Et voici un héliostat de Foucault à l'Observatoire de Paris. Celle-ci avec un miroir rond, et donc sans doute un miroir de qualité optique. Il s'est aussi rendu compte que finalement ces méthodes de test pour faire des miroirs, dont je ne vous ai pas parlé, pouvaient avec un miroir plan s'appliquer aux lentilles. Et finalement, il a su faire un miroir plan qui n'était pas du tout facile, rigoureusement plan. Et il a commencé à faire des lentilles également. Et voici une lentille de 240 mm de diamètre, toujours à l'Observatoire de Paris. Il a aussi trouvé un autre moyen à cette époque d'observer le Soleil avec une lunette. Le problème avec utilisant une lunette, c'est que c'était très brillant au foyer. Galiléo s'est fait aveugle en regardant le Soleil avec sa lunette. L'idée de Foucault, c'était d'argenter l'objectif, et l'argent réfléchissait la plupart de la lumière. Mais je ne vais pas insister sur ça. Alors, en 1965, Le Verrier a réussi à obtenir 400 000 francs, une somme énorme, de l'Assemblée nationale pour construire cette fameuse lunette de 65 cm avec les disques achetés 10 ans auparavant à l'exposition universelle, et aussi ce télescope de 1,2 mètre de diamètre. Mais Foucault avait une autre idée, ce qui s'appelait le sidérostat. Et son idée était d'utiliser le disque de 1,2 mètre, pas pour un miroir creux pour un télescope, mais pour le miroir plan d'un héliostat, comme ici, sauf 1,2 mètre de diamètre, et d'utiliser les disques de verre de 75 cm pour faire l'objectif d'une
lunettes fixes, donc pour faire un objectif ici, mais du fait que c'était fixe, ce n'était pas nécessaire de faire une coupole énorme, ce n'était pas nécessaire de faire un tuyau avec une tube avec l'objectif à l'extérieur, à une extrémité. Donc, mécaniquement beaucoup plus simple. Et d'utiliser ces régulateurs pour déplacer le miroir le miroir plein pour suivre les étoiles ou le soleil. Donc, d'une manière de faire un appareil comme celle-ci, comme celui qu'il avait utilisé en 1945 pour photographier le soleil, mais avec un miroir beaucoup plus grand pour regarder et photographier les étoiles. Alors, Le Verrier n'était pas d'accord avec ce changement de cap, et plus tard, après la mort de Foucault, il a dit « Mais quand notre collaborateur était déjà chargé d'une grande lunette, prise, abandonnée, puis reprise, à laquelle on n'avait presque rien fait, quand il était déjà chargé d'un télescope auquel on n'a rien fait du tout, quand ces deux premières entreprises étaient basées sur une loi, les 400 000 francs, et que Monsieur le ministre nous avait écrit avec raison de ne rien négliger pour les faire aboutir, nous le demandons, eût-il été raisonnable à nous de consentir à leur abandon en faveur d'un troisième projet, le sidérostat. Bon, on peut comprendre Le Verrier. Foucault était célibataire, il venait d'une famille aisée, il avait ses salaires de l'Observatoire, il était aussi à ce moment-là membre de l'Académie des sciences, et il avait suffisamment de sous pour construire une petite sidérostat lui-même. Et donc, c'est ça qu'il a commencé à faire. Il a aménagé sa maison, la rue d'Assas, pour recevoir le sidérostat, et puis il est tombé malade et il est mort. Alors, Alfred Donné, ce médecin avec le microscope, dans une nécrologie, a parlé de ce réaménagement de la maison rue d'Assas, qui n'existe plus d'ailleurs, mais il y a un immeuble là avec un pendule en pierre sur la façade rue de Vaugirard. Rien de plus confortable de cette maison rue d'Assas, de plus agréable, de plus élégant même que les cabinets de l'illustre physicien. Tout récemment encore, il venait de renouveler son installation et de la disposer d'une manière particulièrement pour les observations qu'il se proposait de faire sur le Soleil. Et en même temps, il avait appliqué un luxe savant à sa chambre de travail, réalisant ce que nous appelions entre nous sa maison de précision. J'aime bien cette maison de précision. Et c'est au coin de son feu et assis dans un bon fauteuil que l'heureux habitant de ce joli séjour devait s'attacher à une série d'expériences nouvelles sur la disque du Soleil, à l'abri du froid en hiver et à la chaleur en été. On trouvera ces soins bien recherchés pour un savant sérieux, mais Foucault n'avait pas seulement vu son bien-être, et en s'établissant ainsi, il disait avec raison que c'était le meilleur moyen de poursuivre avec exactitude les observations qui demandaient à être soutenues pendant des heures et d'arriver à un résultat certain. Bon, l'idée de mettre un feu et un bon fauteuil dans les coupoles, je pense, ne plairait pas aux astronomes actuels. Foucault est mort, malheureusement. Il y avait une bagarre ensuite concernant tous ces travaux. Mais Napoléon III a payé pour qu'on achève un sidérostat. Et là encore, vous pouvez le voir à l'Observatoire de Paris. Et aussi pour publier un recueil de ses travaux scientifiques. Bon, le sidérostat a été achevé, mais le recueil a été finalement publié par la mère de Foucault. Alors, on peut se poser la question, quelle observation du Soleil Foucault prévoyait faire assise dans son fauteuil? Et ce n'est pas très évident, franchement. Peut-être la rotation différentielle. À l'époque, on commençait à comprendre, en étudiant les taches solaires, que que la Terre tournait plus vite vers l'équateur que vers ses pôles, parce que ça prenait moins de temps pour qu'une tache vers l'équateur passe d'un côté de l'autre du disque que vers le pôle. Mais là, c'est plutôt la nécessité de faire une mesure aujourd'hui, une mesure demain, une mesure sur les 30 jours qui suivent,
Ce n'est pas nécessaire d'être cloué dans son fauteuil à côté de son feu. Donc, me semble-t-il, il doit être des phénomènes solaires qui sont plus subtils, mais qui aussi se passent dans quelques heures, voire un jour, plutôt qu'un mois, parce que la Terre, le Soleil prend un mois, grosso modo, pour tourner. Alors, est-ce qu'il pensait avec un spectroscope, avec un prisme pour faire un spectre, voir des changements de vitesse dans les rayons de Fraunhofer, dans le spectre, qui était peut-être lié à la rotation du terrestre, ou même peut-être la convection. Bon, on ne comprenait pas la convection, mais le problème avec ça, c'est que ces changements sont très, très faibles, et je pense beaucoup trop faibles pour les capacités des spectrographes de l'époque. Donc là, j'ai réellement pas d'idée, j'ai rien trouvé écrit. S'il y a des gens qui ont des idées, ce que Foucault a pensé faire, assis dans son fauteuil pour des heures, heure après heure, je serais très intéressé. Bon, on a vu, au début, j'ai dit que le soleil, c'est un thème fréquent dans la poésie, mais on voit qu'il était également dans la science de Léon Foucault. Voilà, si vous voulez savoir davantage sur Foucault, bon, il est à l'exposition, mais c'est trop tard, c'était fin 2002. Mais il y a tout de même mon livre, et l'exposition était fortement basée sur mon livre, qui est paru en français au même moment que l'exposition. Et ça vient de paraître en anglais, mais c'est 2 fois plus cher en anglais. Donc, il faut dire, moi je trouve que c'est légèrement mieux en anglais, mais il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas 2 fois mieux. Et donc, le rapport qualité-prix est certainement mieux dans la version française. Voilà. Merci pour nous avoir fait revivre les années Foucault. Eh bien, écoutez, on va continuer comme l'année dernière. Des questions si vous en avez. N'oubliez pas que tout est enregistré. Maintenant, on aura même la primeur de suivre tout cela sur Internet dans quelques temps. Donc, voilà. Première question là-bas. Je fais ma petite gymnastique. J'aimerais savoir, est-ce que Foucault s'est inspiré du télescope de Isaac Newton donné en 1660 à la Royal Society? Il en parle, si je me rappelle bien dans ses écrits. Newton lui-même a dit que ça serait mieux de faire des télescopes avec des miroirs en verre, parce que le verre se travaille mieux que le métal. Et au milieu du 19e siècle, il y avait Lord Rosse, au début même, des Anglais comme Lassell, qui avaient fait des télescopes avec des miroirs dans une espèce de bronze. Foucault travaillait à un moment où on venait de découvrir des moyens de déposer l'argent chimiquement. Et parce qu'auparavant, les miroirs étaient faits par l'étamage, qui était de prendre une lame d'étang et de tout se tremper dans le mercure, qui faisait une espèce de pâte réfléchissante. Et donc, les miroirs pour se raser le matin, on avait la couche réfléchissante à l'arrière du verre, comme en général l'est toujours le cas. Et donc, il y avait tous les problèmes d'avoir 2 faces bien parallèles, que le verre ne devait pas avoir des bouts. Donc, Newton a dit dans ses écrits très clairement que le verre sera mieux si seulement on pouvait le faire réfléchir une grande quantité de lumière. Foucault est arrivé au moment où il savait faire ça. Et donc, oui, il était peut-être inspiré par ce que Newton avait dit. Mais Foucault, bien que Foucault souvent cite dans ses articles les noms de Newton ou de Laplace, il n'était pas très... Et bien qu'il était extrêmement
savantes. Il a écrit des comptes rendus des séances hebdomadaires de l'Académie des sciences pour le journal de débat, qui était un quotidien parisien de l'époque. Et moi, je suis étonné par la largeur de ses connaissances là-dessus. Mais on dit qu'il n'aimait pas tellement lire énormément. Et donc, c'était peut-être en parlant avec ses amis qu'il a obtenu toute cette érudition. Mais je pense qu'il était tout de même, il a suivi une ligne que consciemment ou inconsciemment, que Newton avait certainement ébauché. Et bien sûr, l'arrangement optique, c'était le télescope que je vous ai montré, le miroir était de 10 cm, était monté de façon newtonienne, et tous ces télescopes étaient cet arrangement optique. Moi, j'aurais une question sur le télescope qui est à Marseille. Certains de mes collègues, justement, parce que je n'ai pas lu cette histoire, m'ont dit que ce télescope fonctionne avec un système qui permet de compenser et d'améliorer les images en soufflant dans une baudruche. Et que d'une certaine façon, Foucault a été un pionnier dans le problème de l'adaptation des images, enfin, l'optique adaptative. Alors, Foucault écrit très clairement. Foucault a fait une série de télescopes. D'abord 10 cm de diamètre, ensuite 20 cm, ensuite 40 cm, ensuite 80 cm. Et celui de 40 cm, vous pouvez voir à l'entrée de l'Observatoire de Paris. Il dit très clairement dans ses écrits sur le 40 cm qu'il a monté le miroir sur un sac en caoutchouc avec un petit tuyau et un robinet vers l'oculaire, et en soufflant dans le sac à caoutchouc ou en laissant échapper l'air, on pouvait ajuster la pression à l'arrière du miroir et donc compenser les déformations dues à la gravité en déplaçant le télescope. Et voilà, à mon avis, ça c'est un peu le début de l'optique active. Ouais. J'ai donné un séminaire sur le travail de Foucault avec le télescope à Paranal en avril. Et il y avait un des ingénieurs là-bas qui n'était pas du tout d'accord que c'était la même chose. Mais moi, je pense que c'est essentiellement la même chose. Alors, pour la question de Marseille, c'est moins évident. Je n'ai rien trouvé écrit que c'était comme ça. Mais tout de même, les bruits dans le couloir, on parlait même d'une série de 6 vessies de porc mis ensemble pour faire le coussin nécessaire pour le miroir de 80 cm à Marseille. Mais un des problèmes... Alors, et on finit avec Léon Foucault, je retourne à l'astrophysique parce que l'astrophysique est beaucoup plus simple. Un problème avec l'histoire des sciences, c'est qu'on peut avoir des hypothèses ou des questions. Et bon, en science, si on a une question, en astronomie, si on a une question, on peut faire l'observation, on peut faire un calcul. Si c'est une science expérimentale, on peut faire une expérience dans le laboratoire et essayer, avoir l'espoir de répondre à sa question. Mais dans l'histoire de science, on peut avoir l'idée, bon, est-ce que le télescope de Marseille avait un sac en caoutchouc? Et si on ne trouve pas une trace, on ne sait pas et on ne peut pas résoudre le problème. Donc, on est sur un voie sans issue philosophiquement. Donc, d'une manière, l'histoire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile que la science. Les oublis de l'histoire, oui, c'est difficile. Ouais. Une autre question? D'autres questions? Vous n'avez pas parlé d'expériences que Foucault faisait sur la polarisation également, en liaison avec Arago. Et deuxièmement, sur les mesures qu'il aurait pu faire d'aplatissement du Soleil, en utilisant la biréfringence. Ah! Ou est-ce que c'est ça qu'il pensait faire dans son fauteuil? Quelque chose sur l'aplatissement? Parce que dans l'exposition de l'observatoire, il y avait beaucoup
mesures faites avec des cristaux biréfringents Oui. pour calculer les aplatissements. Ah, voilà, sur l'exposition Arago. Arago oui, et Foucault, Oui. et Foucault également. Et Foucault. Oui, il y avait sur la polarisation. Foucault a travaillé sur la polarisation de la lumière, mais pas en utilisant bien sûr la lumière du soleil, mais je ne suis pas au courant des mesures de Foucault visant l'aplatissement du soleil. Mais c'est une question intéressante. Est-ce que c'est ça qu'il voulait faire dans son fauteuil au coin de son feu? Oui, oui. Foucault a fait des études de polarisation avec Fizeau, mais là encore, ça portait sur la nature de la lumière, l'idée que c'était des oscillations transversales dans un milieu qu'on ignorait. Mais bon, dans ce que je viens de vous dire, bon, il y a le soleil de deux façons. Il y a le soleil comme source lumineuse et il y a également le soleil comme objet astronomique. Et il y a les deux dans le travail de Foucault. Non, je ne sais pas répondre clairement à votre remarque. Il me semblait que une des mesures de la vitesse de la lumière par Foucault avait été faite entre l'observatoire de Paris et une tour située à Montlhéry. Non, ça qui donnait la source de lumière. Non, c'est pas ça. Non. Alors, ça c'était une mesure faite par Alfred Cornu, qui, dans les années 1870, donc quelques années après la mort de Foucault, il y avait des passages de Vénus en 1874 et 1882. Et avec on espérait une meilleure valeur pour la distance du Soleil par le passage de Vénus attendu en 1874. Le Verrier a financé une deuxième mesure terrestre de la vitesse de la lumière qui a été faite par Sir Alfred Cornu, qui était professeur à l'école polytechnique. Et d'abord, il a fait des essais entre l'école polytechnique et Mont-Valérien, et plus tard entre le toit de l'Observatoire de Paris et le tour de Montlhéry. Et Cornu était un des gens qui ne croyaient pas dans le résultat de Foucault. Et donc, quand il a obtenu le même résultat, il était tout étonné. Il a dit, bon, je dois réhabiliter Foucault dans mes idées. Il savait ce qu'il faisait. Et lui, il a obtenu, je pense, 300 000 et quelques centaines de kilomètres par seconde. Attendez, ne vous battez pas. Sont les suites du sidérostat. Ah, alors, finalement, le sidérostat n'a pas beaucoup passionné les astronomes. Il y a quelques sidérostats qui ont été construits. Peut-être le plus connu, c'est un sidérostat qui a été construit pour l'exposition universelle de 1900, où il y avait une miroir de, oui, je ne me rappelle plus, peut-être 1,8 mètre de diamètre. Et il y avait une publicité, la Lune à 1 mètre, qui était pas mal comme slogan publicitaire. Mais ça, c'était un télescope pour le grand public, pour scruter la Lune. Et pour les études du Soleil, tout de même, les télescopes pour le Soleil ont souvent un sidérostat ou un célostat dedans. Mais essentiellement, je pense que, comme le Verrier, les astronomes pensent qu'il y a trop de choses dans un sidérostat et c'est plus facile d'avoir l'instrument optique dans un seul morceau, même s'il y a la flexion due au mouvement du télescope. Donc finalement, les astronomes n'ont pas retenu le sidérostat. En général, bon, il y a un sidérostat à Meudon, comme vous savez peut-être, il y a quelques sidérostats dans le monde, mais en général, l'idée n'a pas plu.
Vous dites qu'il avait un grand intérêt pour tout un tas de disciplines et en parallèle, vous exposez que, apparemment, en tous les cas, qu'il semble ne s'être intéressé qu'au Soleil comme corps céleste, ni aux étoiles, ni aux galaxies, ni aux autres. Ça paraît un peu contradictoire. Pardon, je n'ai pas compris. Reposez la question, s'il vous plaît. Pardon. Vous avez dit, je crois, qu'il avait un intérêt pour un grand ensemble de disciplines, une grande variété de Foucault, disciplines, oui. qu'il était relativement curieux, qu'il avait beaucoup d'échanges. Oui. Et à côté de ça, il semble ne s'être intéressé en astronomie que pour le Soleil et pas pour les autres corps célestes. Oui, finalement, son travail en astronomie était plutôt technologique, finalement. Il a fait des télescopes, il a fait un appareil pour mesurer la vitesse de la lumière qui était la distance du Soleil. Il a proposé un nouveau système de télescope avec le sidérostat. Mais lui, il n'a pas... C'est vrai qu'avec Fizeau, il a photographié le Soleil, mais ils ne l'ont pas réellement analysé les photographies qu'ils avaient faites à la requête d'Arago. Donc Foucault était génial de nombreuses façons, mais il n'avait pas en astronomie, je pense, le désir réellement de... Il avait le désir d'être dans la technologie astronomique. Parce que je ne vous ai pas parlé de son pendule, mais une des premières choses qu'il a fait en 1947, c'était de faire un pendule conique qu'il pensait utiliser pour... Et les régulateurs plus tard étaient un retour, plus ou moins, à cette idée, pour régler les mouvements de télescopes et des lunettes. Parce que Arago venait de construire la grande coupole qu'on voit toujours sur le tour est de l'Observatoire de Paris. Il a fait le coupole d'abord avant de faire le télescope. Et Foucault était inspiré par la coupole. Il a essayé de faire cette pendule conique comme une espèce de montre ou d'horloge pour l'entraînement du télescope. Donc, c'est toujours la technologie liée à l'astronomie que l'astronomie proprement dit comme nous le comprenons maintenant. Il y a d'autres aspects de l'œuvre de Foucault qui ne touchent pas à l'astronomie, quand même, qui sont également importantes, comme les courants induits. Oui, j'ai pas parlé des courants de Foucault, j'ai pas parlé des... Bon, est-ce que le pendule, la rotation de la Terre, c'est un effet astronomique tout de même? Je n'ai pas parlé du pendule ni du gyroscope, qui également démontre la rotation de la Terre. Oui, il faisait autre chose aussi. Bien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, rendez-vous le mois prochain. Et encore merci, William, Je vous en prie. cette conférence.